Alors, ce sont les premières vêpres de la fête de Saint-Valentin. Saint-Valentin, évêque de Terne en Italie, et qui a été martyrisé à Rome. Donc Terne se trouve en Hongrie, mais il était emmené et martyrisé à Rome. Et aussi, aujourd'hui, le 13 février, c'est aussi la fête de Saint Adelin, qui était d'abord ermite à Sèvres, près de Dinan, et puis autour de son ermitage se sont rassemblés d'autres moines et c'est devenu un monastère. Donc elle était aussi le premier abbé de Sèvres, près de Dinan. Et aussi Sainte Erlade et Rolande, deux sœurs qui étaient elles-mêmes abbesses, si je ne me doute pas, Montpeuche, je crois. Donc voilà, on a 3 abbés abbesses aujourd'hui le 13, donc au second vêpre le 13, et nous sommes au premier vêpre du jour de demain, donc du 14 de Saint-Valentin. Alors c'est pour des raisons légendaires et invraisemblables que Saint Valentin est devenu le patron des amoureux. Une première légende voulait qu'en étant en prison, il ait marié des couples qui étaient en difficulté, mais cela ne tient pas la route parce que nous savons qu'à cette époque-là, les mariages ne se faisaient absolument pas à l'église. Donc, ça ne peut pas être vrai. Il y a une autre légende qui dit qu'il y a une fille aveugle qui s'est présentée à sa cellule et qu'il a rendu la vue à cette fille et qu'ils auraient une discussion très intéressante à travers les barres de la fenêtre de la cellule. Mais comme si c'était une sorte d'amour secret, relation secrète entre l'évêque qui attendait son martyr et cette fille aveugle. À nouveau, une légende, et c'est probablement cela qui a engendré tout ce bazar à partir du XIVe siècle. Mais aujourd'hui, puisque c'est la fête des amoureux, c'est pas grave, voilà. Saint-Valentin n'y est pour rien, mais il est devenu patron des amoureux. Et parfois, les choses sont comme ça dans la vie et dans l'histoire de l'Église. Mais du coup, je vais parler un petit peu de ce sujet-là. Comment expliquer ce que je vais vous dire? Dans des pays où il y a l'abondance, parfois les gens jettent de la nourriture. Et ils ne se rendent pas compte qu'au tiers-monde, il y a des gens qui n'ont à manger qu'une fois par jour ou une fois par semaine. Comme on a vu dans ce reportage en Carthagène des Indes, où les gens mangent une fois par semaine. Et puis il y a d'autres qui jettent la nourriture. C'est pareil pour le mariage. Dans certains pays, les gens aimeraient pouvoir se marier. Et ils ne le peuvent pas. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que si c'est un couple de 2 femmes ou de 2 hommes, et que c'est un pays homophobe, non seulement ils ne peuvent pas se marier, mais le simple fait qu'ils soient vus ensemble peut leur amener des ennuis, qu'ils puissent être pendus ou lapidés. Il y a des pays où même les couples hétérosexuels parfois ne peuvent pas se marier, parce que tout d'un coup il y a la famille autour qui va leur imposer des entraves, des mariages arrangés. L'Église a toujours essayé d'empêcher les mariages arrangés, mais malheureusement ça continue d'exister. Dans un rite oriental, je pense que c'est le rite syrien, si je ne m'abuse pas, ou l'une des variantes du rite syrien, le prêtre doit aller 3 jours consécutifs à l'improviste pour recevoir les vœux du couple avant de les marier, pour être sûr et certain que ce n'est pas un mariage arrangé. Et nous voilà ici dans notre monde occidental. Nous nous sommes battus pour les lois pour le mariage pour tous. Et je suis très peiné de voir que dans nos pays occidentaux, on est arrivé à une telle désacralisation du mariage que même les couples chrétiens, certains couples chrétiens ne savent plus avec quoi ça se mange. Et je déplore cette situation. Le mariage n'a pas besoin d'être une débauche alimentaire. Parce que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le mariage comme débauche alimentaire. Pour 15 personnes, pour 20 personnes, pour 25 personnes. Parce que de toute façon,
s'il y a 80 personnes invitées, la très grande majorité, 2/3, devront aller manger au McDo et se contenter d'une carotte crue, d'un verre de mousseux. Parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. On vit dans l'abondance et il n'y a pas assez pour tout le monde. 25 personnes vont manger de façon scandaleusement riche. Et puis les autres, les convives, n'ont même pas droit à la table. On conçoit le mariage. La société nous présente le mariage comme une débauche alimentaire. Et cela doit être éradiqué. Moi je vous dis, vous chrétiens, qui nous voyez peut-être sur YouTube, le jour où vous devez... Déjà, si vous êtes un couple, mariez-vous. Non, je vais dire autrement. Si vous êtes un couple et vous rendez compte, vous n'êtes pas marié, vous rendez compte que ça ne va pas, déjà, il faut trancher. Je suis désolé de le dire. Si vous n'êtes pas heureux en couple, mieux vaut être heureux. La vie sur Terre, elle est courte. Il ne faut pas traîner dans une relation toxique. Donc, mettez-vous que dans des relations saines. Et une fois que vous êtes dans une relation saine, faites le mariage. Il n'y a pas besoin de le faire pompeux. Commencez par aller à la commune, même si c'est juste vous deux et vos deux témoins, ou peut-être 15 personnes, il n'y a pas besoin. Vous faites aussi simple que vous voulez. Puis vous allez à l'église le même jour, vous faites bénir votre mariage à l'Eucharistie, vous communiez ensemble. Et puis, si ce n'est pas possible d'aller au restaurant pour manger à 15, allez dans un jardin, cherchez des chaises en plastique, mangez de la soupe. Ne dépensez pas votre fortune. Ah, on ne peut pas se marier parce qu'on doit acheter une maison. Mangez de la soupe. Faites quelque chose de simple. Pas besoin d'une robe de mariée, je ne sais comment. Habillez-vous décemment et ça suffit. Et faites le mariage. Parce que si vous êtes... En fait, le mariage, c'est le signe de notre adultat. Hein? Si nous sommes adultes, nous sommes mûrs, nous savons je vais dire nous compromettre, pas nous compromettre, nous engager, voilà, merci. Nous arrivons à nous engager. Et nous vivons dans une culture du désengagement. Je vais aller à telle marche, et puis 20 minutes avant, je la flemme, je ne vais pas. Je suis malade. Je dois aller rendre visite à mon ami 25 minutes avant. J'ai la flemme, Netflix c'est bien, je suis malade. Je dois aller à la messe, je suis malade. Une culture du désengagement. Et c'est ce désengagement qui fait que les gens restent en concubinage. C'est très bien de s'aimer, c'est très bien de tenir à l'autre, de s'aimer, oui. Mais cet engagement doit se concrétiser. Il doit être sérieux. Alors, sortir en ville pour manger à la Saint-Valentin, s'offrir une rose, tout ça est beau. Mais alors, allez à la commune. Allez à la commune et montrer que vous êtes réellement engagé. Que aimer quelqu'un, c'est pas se montrer avec son plus beau costume et une rose au restaurant. Je me montre. Je sors avec ma copine, j'ai un costume, j'ai une rose. Facebook. Non, c'est pas ça l'engagement. L'engagement, c'est d'aller à la commune et de dire oui, je déclare que j'aime cette femme ou cet homme, et je déclare je suis un seul corps avec lui ou avec elle, et je déclare ça à la commune, et puis je fais bénir mon mariage à l'église si je suis chrétien. C'est ça l'engagement. Après ça, le petit truc, les restaurants, les machins, les chics, les tchacs, ça vient après, hein. Ça vient après. Les beuveries, la bouffe, tout ce qu'on veut, mais ça vient après. Il faut savoir mettre les bœufs avant la charrette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à donner comme conseil au couple. Maintenant, quelque chose que je vais dire aussi pour les adolescents ici présents. Qu'est-ce qu'un couple? Peut-être que du temps de Saint Jean Chrysostome, ça commençait tôt. Et il y avait une raison. Hein. Je m'amuse toujours devant cette phrase de Saint Jean Chrysostome qui dit ah, notre pauvre mère qui a dû nous élever toute seule, nous ces 4 enfants, en restant veuve à 17 ans.
Tu lui dis, oui, quel âge elle avait quand elle a fait ses enfants, qu'elle a mis au monde son fils aîné, pour être veuve à 17 ans. Oui, il y eut un temps où on mourait à 20 ans, 25, 30 ans. Une époque où on disait que pour être évêque, il fallait avoir 50 ans, être âgé de 50 ans. Et on voyait très souvent, quand on voit les registres des diocèses, telle personne a été sacrée évêque, puis elle mourait 2 mois après. Puis on sacrait un nouvel évêque qui mourait 1 mois après. Puis on sacrait un nouvel évêque qui mourait 15 jours après. Puis on sacrait un nouvel évêque qui vivait 8 mois. Youhou! Grand pontificat à 8 mois. Parce que les gens mouraient à 50 ans. 50 ans, c'était très vieux à l'époque. Bon, aujourd'hui, on vit jusqu'à 90. Donc, si dans le temps, du temps de Saint Jean Chrysostome, c'était normal de se marier à 14 ans, ah ben ce n'est plus normal aujourd'hui. C'est plus normal aujourd'hui. Du tout. Et c'est pour ça que, dans la vie, il faut avoir des priorités. Il faut avoir, d'abord, être adulte. Être adulte avant d'avoir des enfants. Parce que sinon, ce sont des enfants qui élèvent d'autres enfants. Et le résultat ne sera pas très, très joli. Il faut être adulte. Avoir une vie, avoir une situation, avoir une carrière, avoir un bonheur. Avoir un bonheur dans le foyer. Et après, quand on a le bonheur, on peut décider d'avoir des enfants. Parce que là, les enfants, ils viendront dans le bonheur. Par contre, si on est comblé par plein de choses, et on décide d'avoir des enfants, surtout si c'est pour procréer, alors que nous-mêmes, on n'est pas encore adultes, on n'est pas grands, on n'est pas bien, bah, ça ne va pas bien se passer pour les enfants. Et pour nous non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je dis, alors nous ne devons pas, moi je dis souvent, mes arrière-grands-parents ont fait beaucoup d'erreurs, mais beaucoup. Mes grands-parents ont fait des erreurs aussi. Et moi, je suis le résultat heureux de toutes ces erreurs. S'ils n'avaient fait aucune erreur, je n'existerais pas aujourd'hui. Heureusement pour moi, Félix culpa, tous ces gens-là ont fait plein d'erreurs. Mais plein. Puis me voilà. Mais cela ne veut pas dire que je devrais donner du caca de pigeon bouillant du lait à mes enfants quand ils sont enrhumés. Ou prendre du caca de cheval pour mettre sur leur plaie quand ils ont un bobo, pardon, du caca de cheval, faire un pansement dessus pour que ça guérisse. Non, c'est pas pour ça non plus que je vais faire d'autres erreurs plus grosses qu'en fait mes ancêtres. À chaque génération doit s'améliorer. Nous devons apprendre des erreurs de ceux qui nous ont précédés et nous devons toujours faire mieux. Et là, je me dis, j'espère que mes arrière-petits-enfants feront beaucoup mieux que moi et qu'ils pourront dire à leurs propres enfants, ah bah, moi je suis pas Papy Georges parce que lui, voilà. Il faut toujours progresser dans la vie. Et je dis aux amoureux bonne fête aujourd'hui et aux autres, je dis comme le Christ, veillez, veillez, veillez.